Merci beaucoup pour cette double performance, une performance d'analyse et prospective et une performance de respect des délais. Donc vous venez d'énumérer dans ces mesures à moyen terme, puisque vous les placez dans les 4-5 ans, que vous recommandez, en 11 points, qui balayent assez ce que vous développez dans le diagnostic, ce que vous avez diagnostiqué de défaillant dans le diagnostic, mais aussi complémentaire à ces mesures, aux mesures urgentes. Et j'aimerais bien interagir avec vous par rapport à 3 ou 4 points. Alors le premier point serait quand vous parlez du tourisme intelligent, et vous avez parlé du tourisme intelligent aussi bien dans le diagnostic et les priorités urgentes que dans les priorités à terme. Ce tourisme intelligent qui est des formes nouvelles de tourisme durable, à votre avis, est-ce qu'elles doivent rompre avec le balnéaire ou est-ce qu'elles doivent comporter 2 volets? Un premier volet de transition touristique par rapport à ce qui se fait dans le balnéaire et dans le tourisme de masse, et un deuxième niveau de niche, un tourisme de niche spécifique, l'écotourisme, l'agritourisme, le tourisme culturel, le tourisme de golf, et dans lequel on valoriserait l'originalité, mais que ça devienne une activité complémentaire à une autre activité économique telle que l'artisanat, la culture ou l'agriculture. Une deuxième réaction, c'est par rapport à la réforme universitaire. Et j'ai noté que vous parliez de la carte, de la révision de la carte universitaire, de l'importance d'avoir le R&D, la co-construction de parcours professionnels qui répondraient à la demande des secteurs professionnels. Et je ne sais pas si ce sont des réformes un peu plus tardives, qui serait le renforcement des compétences des universitaires, puisque tous les universitaires n'ont pas des compétences pédagogiques ou ont besoin d'un renforcement de compétences en pédagogie. Et le deuxième point serait par rapport à l'approche par compétences dans nos diplômes de formation. Quel diplôme, quel profil on cible? Pourquoi on forme ces nouveaux ingénieurs, ces philosophes, ces sociologues? Quels sont les enjeux? Et donc peut-être qu'il y a des dimensions nouvelles de citoyenneté, de développement durable, de développement intelligent, puisque vous avez parlé de développement intelligent à un certain moment. Donc est-ce que ce sont des priorités qui relèveraient d'un niveau un peu plus avancé dans la temporalité, ou est-ce qu'elles sont implicites dans ce que vous avez énuméré? Alors, troisième et dernier point, je partage tout à fait avec vous le dernier point que vous appelez système de valeurs, et ceci nous ramène peut-être à un concept sociologique qui est celui du contrat social. Aujourd'hui, nous avons une rupture du contrat social en Tunisie. Alors, comment allons-nous le construire pratiquement, pragmatiquement? Comment l'entamer? Quel niveau de débat? Quel type d'acteur? Qui fait quoi dans la reconstruction de ce contrat social qui peut-être consisterait à jouer le rôle de ciment entre les individus, le citoyen et son territoire, et donc le groupe social et son sentiment d'appartenance, ce qui préviendrait contre les menaces de radicalisation et terrorisme, surtout pour les catégories vulnérables que vous avez énumérées dans vos 2 parties d'exposé. Donc ce sont trois interpellations pour ouvrir le débat, et on va continuer avec le débat dans la salle. D'accord. Donc, sur la question du développement du secteur touristique, de sa modernisation, le maître mot, c'est la diversification des produits et l'amélioration de la qualité des prestations. Nous avons un tourisme qui souffre d'une mauvaise réputation en raison d'une basse qualité qui se traduit par le taux de fidélité le plus faible de la région, et cela n'est pas étonnant au regard des offres
nous offrons le produit touristique le moins cher de la région. Je propose dans un premier temps d'améliorer la qualité des prestations des produits actuellement commercialisés avec une autonomisation par rapport au tour opérateur qui prélève l'essentiel donc de la valeur ajoutée, et parallèlement je propose que l'on mette à profit tout l'avantage dont disposent des régions de l'intérieur en Tunisie en termes de vestiges historiques, en termes de richesse biologique qui pourraient s'adapter à des prestations de services touristiques de haute qualité qui cibleraient des segments de la demande internationale de haut revenu, le tourisme culturel, le tourisme sanitaire, le tourisme de congrès, le tourisme sportif, le tourisme des vestiges historiques, des forêts, etc., le tourisme saharien, en ayant toujours à l'esprit que ce segment de la demande, il est plus disposé à payer, mais il est plus exigeant en termes de qualité. Nous commençons par exemple à développer un nouveau produit qui est les maisons d'hôtes, ou surtout les centres, les maisons pour les vieux. Les maisons de retraite. Les maisons de retraite, qui est un créneau assez porteur au regard de la différence, du différentiel du prix, mais à condition que la qualité suive en termes de médecine gériatrique, en termes de construction et d'aménagement donc des locaux appropriés à des personnes ayant des besoins spécifiques ou à motricité réduite, etc. Donc tout est bon pour le tourisme, tout est bon, mais il faut exploiter tous les créneaux à la fois, garder à l'esprit la question de la qualité. Pour l'enseignement supérieur, je voudrais vous rassurer que toutes les idées que vous avez développées, tous vos soucis ont été discutés durant au moins 24 mois par une commission nationale de la recherche à composition tripartite où sont représentés les présidents des universités, l'administration centrale et le syndicat de l'enseignement supérieur, et ils ont débattu de 4 grands axes de la réforme, dont la carte universitaire, dont la gouvernance universitaire, dont les parcours et la formation, et les conditions de vie des étudiants et la recherche scientifique. Et les débats étaient libres, étaient courageux, et aucune défaillance n'a été occultée, et il a été reconnu que même les enseignants ont besoin d'être secoués pour améliorer leurs aptitudes pédagogiques, renouveler donc leur support, leur savoir, etc. Il y a des idées, mais certaines peuvent être mises en œuvre par décret administratif immédiatement, d'autres réformes qui touchent à des phénomènes comportementaux ou de mentalité culturelle mettent du temps à se concrétiser. Votre dernière question était relative au système de valeurs qui devrait animer l'ensemble des opérateurs en Tunisie. Donc c'est une œuvre multidimensionnelle où la culture, le civisme, le politique pourraient être d'un apport très très important, en plus de la dimension donc de la responsabilité sociale de l'entreprise ou de la responsabilité des travailleurs. Moi je pars d'un principe que, par exemple, au niveau des relations sociales, je dirais que le travail décent est un droit, mais la productivité est un devoir. Donc, responsabiliser tous les partenaires, partager
les sacrifices et les bénéfices, ça pourrait être une approche porteuse. Je signale au demeurant que les partenaires sociaux, à la faveur de la Révolution, avaient abouti en 2013 à signer un contrat social, Aqd Ijtimaï, une première en Tunisie, qui retient 4 axes très très importants qu'ils ont développés de manière consensuelle et qu'ils ont un contenu très audacieux et très porteur si jamais il est mis en œuvre. Dommage que cela tarde. Où les partenaires sociaux, avec le gouvernement, donc ETUCA, EGT gouvernement, ont signé ce contrat social où il est question de modèle de croissance et de développement régional, de relations de travail, de gouvernance des caisses de sécurité sociale, de la question de la sécurité du travail et de la santé professionnelle et de la sécurité du travail, et de la question donc, du développement régional et de la question de l'institutionnalisation du dialogue social à travers le critère d'un cadre idoine, d'une structure dédiée au dialogue social qu'ils ont baptisé le Conseil national du dialogue social, malheureusement qui n'a pas encore vu le jour, mais nous espérons que prochainement il va voir le jour. D'ailleurs, il est inscrit dans l'initiative du chef de l'État. Merci beaucoup, professeur. Alors, la salle a vous la parole pour vos questions et on ouvre le débat. Merci, Choukri Hamidi. Je remercie notre ami le professeur Sami Awadi par son activisme, essentiellement parce qu'il a migré l'expertise à la pensée, et c'est plus important pour notre pays en quête d'un programme économique et social pour l'ère nouvelle. Je vais ouvrir un autre axe que je crois qu'il n'a pas été traité, qui est la politique monétaire. Vous avez cité les institutions de Bretton Woods. Tu sais bien que les accords de Bretton Woods en 1943, qui ont instauré une parité de dollars, la dernière monnaie en or, la dernière monnaie qui est traitée d'une manière marchande, mais cet accord a été arrêté en 1973 et à partir de l'année 1973, il n'y a aucune monnaie qui a une base marchande de parité. Alors il y a d'autres mécanismes et on pense beaucoup à la planche à billets qui n'est pas le droit de tous les pays, et dans ce domaine on voit que c'est un domaine d'usurpation du fruit de l'économie qui laisse notre pays, je crois, qu'elle ne peut jamais rembourser ses dettes, qu'on ne peut jamais avoir une balance commerciale excédentaire, et que en contrepartie, la politique monétaire qu'elle réalise la Tunisie dès l'indépendance jusqu'à maintenant ne permet pas de résister à cette usurpation dans le domaine de la monnaie. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à d'autres politiques, qui est l'intégration dans Moneyland, zone monétaire, existante ou à créer, ou bien faire rallier notre monnaie à une monnaie de référence pour lutter contre cette usurpation dans ce domaine? Merci.
بارك الله فيك. نشكر صديقي وزميلي سامي العوادي على التقديم. بالنسبة للديagnostic جو بارتاج توتالمون، احنا بدنا ديسكوتي بالديagnostic يعني شيء واضح ولي ميزور، لكن قبل ما ثم سؤال مهم لازم نطرحوه اللي قبل ما تحديد الأولويات، اللي احنا نعيشوا في بلاد اللي هي الفوارق الاجتماعية فيها كبيرة برشا. احنا في بلاد في تونس نسبة الفوارق ما تبدلتش على الأقل من الأرقام المتوفرة حاليا من لي زاني 80. توزيع الثروة وكيفية خلق الثروة ما تبدلتش في تونس. وللعلم احنا في تونس في بلاد الفوارق الاجتماعية والفوارق الاقتصادية من أكبر النسب في افريقيا وفي المتوسط. اللي فوتونا هم دول امريكا اللاتينيه. السؤال المطروح احنا كتوانسه اللي لازمنا نجاوبوا عليه هي كيفيه توزيع الثروه، لازمنا نتفاهم، وكيفيه توزيع الفرص الاقتصاديه. احنا نتفاهم على خلق الثروه، لكن شكون باش يخلقها؟ كيفاش باش نعطيو الفرصة للمستثمرين الجدد لخلق الثروة؟ هذه الإشكالية. والسؤال الثاني كيفية توزيع الثروة هذه. إذا كان احنا متفاهمناش كتوانسة على كيفية التوزيع ونموذج التوزيع اللي هو ما تبدلش في ال40 سنة اللي فاتت، وحتى يعني التقدم الاقتصادي والنمو اللي حققناه هو نمو اللي هو كان نتيجة للنمو الاقتصادي. احنا حسنا وضعيتنا كتوانسة grâce à la croissance économique et non pas à la redistribution. خاطر احنا on peut améliorer notre niveau de vie par la croissance et en redistribuant les fruits de cette croissance. إذا كان احنا في اعتقادي ما تفهمناش على الشيء هذا، خاطر حاليا الاستثمار مش متوفر للناس الكل. انا كمستثمر ولا انسان شاب وقت اللي تاخو يمشي البنكة وعنده فكرة مشروع ما عندوش نفس الفرصة باش يتمول المشروع كما انسان يعني عنده علاقات ولا جاي من عائلة معينة. هذو هم الأسئلة، خاطر هذا كل متفاهمين فيه سي. لكن كيفية يعني الامبليمونتاسيون تاعو يعني على أرض الواقع، يعني تحقيقه على أرض الواقع، هذا هو السؤال المطروح ولازمنا نتفاهموا فيه. وهذا هو كما قالت المدام سكونا بزون دو نوفو كونترا سوسيال، وهذا هو كونترا سوسيال لازمنا نتفاهموا فيه كتوانسة جو كروا. إذا كان أنا في اعتقادي راهو إذا كان ما جاوبناش على الأسئلة هذوم on va pas s'en sortir. Voilà, merci. شكرا للاستاذ سامي العوادي على البسطه الرائعه جدا. نسال سؤال، توا احنا عندنا خلل على مستوى توزيع مناطق الصناعيه او الاقطاب الصناعيه الكبرى على مستوى البلاد اللي تخلق الثروه وفي نفس الوقت تشغل اليد عامه. نقول لك الى اي حد الدوله ما زالت قادره على انها تفرض خارطه تاع توزيع مناطق صناعيه، او انها دخلت تحت سيطره اللوبيات؟ لانه نشوفوا غالي احنا بكري كان نحكيو ثم من التسعينات ثم امكانيه حتى امتيازات للاستثمار في المناطق الداخليه، ولكن لا شيء وقع من ذلك. ما هي اسباب الخلل؟ وشكرا. شكرا. باش نبدا بنقطه وهي بدا باش نسكر بها، بعدين الاخ سامي لان نستعملوا الاخ اسوه بالجارغون الموجود في الاتحاد. على كل الاستاذ سامي قدم التشخيص والتوصيات في علاقه بحكومه وحده وطنيه، وهذه في حد ذاتها فيها شبهه، لانه بالكونفيغوراسيون بوليتيك اللي نشوف فيها اليوم صعيب ياسر باش نهار من نهارات نلقوا رواحنا قدام أرضوازة فيها حكومة وحدة وطنية كما نتخيلوها. وخاصة أنه الأحزاب اللي تقريبا موجودة في المنصة نتاع القيادة السياسية تاع في البلاد مرشحة أن هي في كل انتخابات عندها حدود باش ترشح هي بيدها أكثر من غيرها. ينجم يصير تعزيز بحزب ولا زوز فلاتات، لكن تقريبا التشكيلة والخريطة الحزبية الموجودة اليوم
ما تنجم تعطي الا نفس المخرجات في كل مره. دونك هذاك علاش المساله متعلقه من بكري سامي حكى على القياده السياسيه والنخبه السياسيه، وما عندناش ان فري ليدرشيب بالجد. اللي عام 65 نسينا اللي تشكلت لجنه مهمه جدا اسمها سيمع، كوميسيون ايكونوميك دو مغرب عرب، شبيهه بالسيفال تاع امريكا اللاتينيه. انا اعطت دراسات وكانت متشكله من بين الاطراف المساهمه فيها كانت السيراس وما ادراك في اياماتها، بعد ما تاسست 1962 في ظرف 3 سنوات دخلت في السيما. ومن بين الدراسات اللي اعطتها مثلا في علاقه بالمناطق الحدوديه عملوا كونتوار الفا، الحلفه اللي كانت تتصدر دون لو طون لروتردام ومانشستر ومارسيليا وجنوة، كانوا عاملين لها معناها دي زيتود قادره ان لي زاندستري ديريفاتيف الفاتير قادره تشغل كل عام او نيفو دو مغرب عرب 80,000 امبلويي. هذوما الدراسات موجوده في الارشيف تاع السيراس وموجوده في اليوم. ما عندناش الطبقه السياسيه اللي عندها الرؤيه الثاقبه ذي. فيو الكوني ما امنتش بحاجه اسمها لا كوميونيتي سيانتيفيك، الجماعه العلميه. ما عندهاش علاقه، ما ثماش مليون يربط الطبقه السياسيه باهميه الجماعه العلميه اللي تنجم تعطيها الاكسبرتيز وتعطيها كل الخطط الاقتصاديه اللي تنجم. امريكا اللاتينيه اليوم قاعده معناها ان ساليمونت، معناها توت ان كونتينون كي ساليمونت بار لي برودوي سيانتيفيك نتاع السيبال على مده 30 40 سنه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ثم حاجه كي في لا ليزون انتر لو ديفلوبمون ريجيونال اي لا ريفورم فيسكال. ثم حاجه مهمه جدا اللي يهز الحجرات من تالا ولا ينحات من جندوبه باش يستثمروا في بلاصه اخرى، ولا الماء في حد ذاته. معناها سو كي بينيفيسي دو لا ريشيس ناتوريل من بلاصه معينه ويمشي يستثمرها في بلاصه. وجبت النموذج الايطالي في جنوب ايطاليا باش الحق باش تجاوزوا التخلف نتاعو بارابور الشمال الايطالي، لانه ثم بريسيون فيسكال تعملت. انت سيستم العوادم مستثمر تهز الخامات نتاع تالا باش تمشي تصنع في منطقه ساحليه باش تحب تصدر الخام على كل 100 ولا 10 كيلومتر ثم بريسيون فيسكال يزيد باش نجم نعوضوا الجهه هذيك على الريشاس ناتوريل نتاعها اللي ضافت. وهذا في نطاق التوازن بين الجهات، ناهيك على كون ثم جهات تستفاد مده 50 عام من الماء اللي هي اغلى ثروه. وتعرفوا حتى على مستوى عالمي الحروب القادمه هي باش تكون حروب مياه، ما هيش حروب بترول لا حتى شيء، حروب مياه. هذه النقطه من المفروض التصور هذا اللي تقريبا 99% انا معناها نتبنى كل العناصر، والراي اللي يلزم يزيد يتطور اكثر باش يكون بالحق وثيقه عمل جديه. يلزم العنصر هذايا نتصور سيستمي تخمم فيه بالمليح وكيفاش تعمل له انسيرسيون. النقطه الاخيره اللي بها وبنسكر بها، اعتقد انه المساله اليوم محتاجه الى منصه من نوع ثاني اللي هي، ونعرف اللي تشكيله الاحزاب السياسيه اللي تحكم وباش تحكم لا تنجم تعمل حكومه وطنيه ولا تنجم تنفذ مثل المشروع هذا. دونك شنو محتاجين بالحق؟ محتاجين، هذا الاقتراح يجي على الطاير، الهيئه عليا وطنيه للانقاذ الاقتصادي. سور لا باز دان كونترا سوسيال، اشاروا الناس كله موجود الكونترا سوسيال هذا بمثابه يعني الاطار المرجعي قانونيا خاصه بين لو جي تي تي ولو تي كا والحكومه واللي تتبناه الناس الكل، والهيئه الوطنيه العليا للانقاذ هذه تكون في وضعيه يعني مستقله على نتائج الانتخابات الكل، لانه كي نعمل الدياغنوستيك الاولاني انت حطيته في الفورشات ولا في الانترفال 16 18 ومن بعد التالي اترم 16 20 حتى من هنا لاربع سنوات ما نجموش نعملوا الاصلاحات هذه الكل. يلزم على الاقل لجنه تخدم اكون تيرم بين 15 سنوات وتكون تتشكل من كل القوى الوطنيه، منظمات وطنيه واحزاب، وتكون كلها موقعه على كون الثينك تانك الحقيقي اللي يقدم الحلول والتوصيات سور لا باز دو سيت ايتود، وتتبناها كل الاحزاب مهما كان نوعيه الحزب اللي باش يحكم غدا. وقتها نجم نقولوا عندنا منصه نجم تخرج البلاد من المأزق اللي هي فيه. سينو تقريبا مهما كانت قيمه الدراسات وانت استهليت المداخله نتاعك الاول الحديث على اهميه القياده السياسيه والطبقه السياسيه غير، ينجم يكون عندك افضل الدراسات في العالم وافضل القوانين في العالم،
لابليكابيليتي نتاعها اي لي زاجون ديكزيكسيون تاعهم هو الاهم من كل شيء. دونك اذا كان ما تكونش عندنا هيئه وطنيه مستقله مهمتها الانقاذ، يبدو لي الشيء اللي نعمل فيه كله ما عنده حتى معنى. ميرسي. Alors, la classe moyenne tunisienne serait un mythe, puisque vous venez de dire que la Tunisie est le pays où il y a le plus de disparités sociales. Moi, je pensais qu'on était à Marseille, ça fait 2 ou 3 semaines. J'ai entendu un grand sociologue franco-iranien, Khosrow Kavar, dire que la Tunisie est le seul pays de la région où il y a une classe moyenne consistante et sécularisée. Et c'est ce qui explique que c'est le pays où il y a eu la révolution, etc. Olivier Roy tient le même discours, pratiquement. J'ai lu, ça fait quelques mois, un article qui dit que... je ne comprends rien. Je ne sais pas. L'économie britannique, et justement, moi je reproche aux intellectuels tunisiens le fait qu'ils intellectualisent tout et qu'ils n'accordent pas beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt à l'économie. Donc j'ai lu un article qui montre que la Tunisie est le pays en 2007. C'est le pays le moins pauvre de la région, de l'Afrique du Nord. 2016. Alors j'aimerais bien comprendre. Est-ce que c'est un mythe, notre fameuse classe moyenne? Est-ce que notre modèle est un mythe? La révolution tunisienne aussi. Enfin, je trouve que c'est un peu déprimant ce qui a été. Merci. J'ai une question qui échappe un peu au domaine de l'analyse purement économique et qui relève plutôt du domaine de l'économie politique. Là, je m'adresse à Sami El-Aouedi, le politique. C'est Sami, à la lumière de la conjoncture politique actuelle, à la lumière aussi des parties prenantes qui ont pris part à ce dialogue, à cette initiative présidentielle, quelles seraient les chances de réussite pour implémenter effectivement une partie ou du moins les mesures urgentes que vous avez priorisées. Une autre question liée à la première. Aujourd'hui, plusieurs partis à sensibilité sociale, une partie aussi de la société civile engagée, lidérée par l'UGTT, prennent part au dialogue. Ne pensez-vous pas que, étant donné qu'en l'absence de ces parties prenantes, l'initiative d'union nationale, entre guillemets, sera dépourvue de tout sens, ne pensez-vous pas qu'il y a une grande opportunité offerte maintenant à ces partis à sensibilité sociale et à l'UGTT pour un plaidoyer plus efficace en faveur de la prise en considération de ces mesures et de ces recommandations, dont une partie qui est reprise par l'UGTT et plusieurs partis politiques? Bien. خليني نسأل سؤال أعتقد أنه مهم. سمعت قبل، سمعنا كلنا برشا مقترحات وبرشا تصورات للإصلاح.
مش السنة عملنا وتعملنا مقبل عندنا برشا ديما بالنسبة للسؤال علاش فشلنا؟ علاش فشلت المشاريع هذه الكل؟ علاش ديما نقدموا تصورات كي نغزروا لها تكون حلوة باهية نجم تخرجنا من عنق الدبوزة لساد النفع. أنا حبيت نتكلم بالعربي زعما شكون أسأل دبوزة زوزاد. هذايا يخليني نمشي لمستوى ثاني يعني أعتقد أنه في تونس مرينا بثلاثة فترات حاسمة. فترة الدولة الراعية في les années 60 l'État Providence واللي قامت معناها السند الاجتماعي الدولة الراعية كان تقريبا الجماعة الكوميونيتاريزم فشل ما كانش قادر باش ينجم يكون حاوي المشروع كبير بالرغم من أهمية المشروع الكبير برشا. الفترة الثانية فترة مشروع الرسمي مشروع الدولة في بناء أو في إنشاء طبقة وسطى. الطبقة الوسطى ما نشأتش وحدها، جاء قرار سياسي قال ننشئوا طبقة وسطى كما خلق قرار سياسي قال باش نخلقوا سيكتور بريفي. لو سيكتور بريفي ما نشأش من ذاته بل بقرار سياسي، وهذاك علاش ما كانتش بين ظفرين ما توفرتش في وقت لاحق للطبقة للقطاع الخاص نوع من استقلالية عن الدولة. تعرف اللي حكم بورقيبة الكل عرفنا رئيس اسمه بورقيبة، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة عرف رئيس واحد هو الفرجاني بن حاج عمار. فترة بن علي كلها عرفنا رئيس واحد اسمه بن علي، وعرفنا زاد كيف اتحاد الصناعة والتجارة عنده رئيس واحد هو الهادي الجيلاني. وثم برشا حسابات تعرف هذا الكل. الطبقة الوسطى كانت هي سند نتاع سياسة الدنيا، والمرحلة الثالثة بكل ما فيها أيضا من إشكالات خاطر لو ديزونجاجمون دو ليتا يخلق أزمة نتاع 78 الأزمات اللي تالتها. المشروع الثالث أو اللحظة الثالثة كانت نتاع بن علي اللي يتحول يولي الفاعل هو سي لي بريداتور، يعني القطاع اي هذوك هما اللي يجي يفكوا يعملوا وقت تجي تحدث نسمع برنامج كذاك حلو باهي، ما شنو هو السند الاجتماعي تاع البرنامج هذا؟ ما ينجمش ينجح برنامج اذا كان ما عندوش خلفيه اجتماعيه. فما شرائح اجتماعيه تلموا وتشدوا وتقدم به. اذا كان باش يقعد على مستوى اداره، الاداره ما تنجمش تقدم بكل. الاداره وفق التصنيف اللي قدمته اداره فاشله نفك. سي لا ديكونفيتور توتال دو لادمينستراسيون تونيزيان حسب التصور اللي كنا نراو فيه ونسمعوا فيه. اذا باش ينجم يكون مشروع نتاع اصلاح، والمشروع هذايا نحطه في مرتبه ثانيه. المرتبه الاولانيه هو اي مشروع مجتمع قادر على احتواء المرحله الثانيه اللي هو برنامج الاصلاح. اذا كان ما عندناش مشروع نتاع مجتمع، والمشروع المجتمع ما وراهش قاعده اجتماعيه، يعني شرائح اجتماعيه باش ما نقولش طبقات اجتماعيه اللي قادره باش تلمو وتمشي به وتقدم به القدام، ما نجمش يمشي. يعني هذاك علاش نسكر هنا تقولوا حكومه تاع وحده وطنيه في الفتره اللي احنا فيها توا بالضبط. تقولش علينا ان كلنا مع بعضنا اي نحطوا يدينا في دين بعضنا، واذا نتعداو عندنا عام 2 3 4 باش نجموا نخرجوا من عنق الزجاجه. نجموش نخرجوا نو. المشكل يقعد تقني، المشكل هو اعمق، هو مشكل اجتماعي. لازم كيفاش نهبطوا هو الحاويه اللي تنجم تلم هالمشروع هذا وتنجم تقدم به وتعطيه افق كبيره. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. Merci à tous. Je rappelle les internautes, ceux qui visionneraient la vidéo en podcast, qu'il est minuit passé et qu'on continue
débattre des priorités vu la pertinence de l'intervention du professeur Sami Aouedi et aussi l'actualité de la thématique. Donc on revient vers vous, Sami, pour des réponses par rapport aux interrogations de l'auditoire. Ok. Je remercie tous mes collègues et amis qui ont pris la parole et posé des questions. En réalité, ce n'était pas toutes des questions, c'était une contribution à la réflexion, à l'approfondissement de la réflexion en soulignant des aspects que je n'ai pas exposés, par omission peut-être, mais surtout sciemment, parce que je me suis fixé un certain pragmatisme, réalisme dans le choix ou l'identification des priorités. Il y a des réformes très importantes que je n'ai pas signalées parce que je ne crois pas que ce gouvernement ou le gouvernement qui pourrait être remanié, qui serait donc une dérivation des forces politiques en présence, serait capable de les mettre en œuvre. J'ai occulté toute réflexion sur le modèle de développement, par exemple, et sur le marché financier, qui a été évoqué par mon ami Chokri, parce que je considère que c'est pour le modèle de développement, donc c'est une réflexion ou un projet en construction. Il n'y a pas un projet réel de développement réellement alternatif qui soit maintenant à l'œuvre. La théorie économique est vraiment en panne là-dessus. Il y a plusieurs années qu'on n'a pas eu d'innovation en matière de théorie économique. Et l'économie de développement, elle était tenue à l'écart dans les débats théoriques au profit de nouvelles approches de la croissance et des théories financières et commerciales internationales. Et les économistes du développement ont été mis en quarantaine, si j'ose dire. Donc il y a maintenant un retour à l'économie de développement, mais les réflexions ne sont pas définitives. Pour être un peu plus concret, quoique ce ne soit pas ma spécialité, la politique monétaire de la Tunisie devait avoir pour objectif la garantie de la stabilité des prix. Ce que je retiens, c'est la fuite en avant de la politique monétaire maintenant, le relâchement de l'intervention de la Banque centrale sur le marché d'échange, qui se traduit par une dégringolade du dinar, qui se traduit par une sorte de perte de pouvoir d'achat et d'une inflation importée, s'ajoutant à celle sous-jacente, qui va impacter sérieusement le coût de production des entreprises, notamment celles qui incorporent beaucoup de matières premières importées et inputs importés dans leur production, et le coût de vie des Tunisiens qui, pour plusieurs produits, notamment des biens intermédiaires et des biens de consommation finale, il est facturé au prix internationaux. Le Tunisien paie son ordinateur, sa puce, son micro, sa voiture, ses pneus, l'essentiel de ce qui existe dans sa cuisine, en réfrigérateur, en cuisinière, de la même manière que les payerait un Européen. C'est l'essentiel de nos produits de consommation, à part les produits alimentaires, les tissus que nous portons dans nos chemises, dans nos pantalons, sont tous des produits importés. Donc c'est un problème, la politique monétaire. Et un petit pays comme la Tunisie aurait certainement difficulté à s'aligner sur un choix de politique monétaire, comme tu le soulignes, en raison donc des économies d'échelle ou d'envergure de notre économie.
Mon camarade Yanni Abdelrahman m'a posé une question très très importante à laquelle je crois avoir répondu implicitement ici ou ailleurs dans nos travaux, soit mes propres travaux ou nos travaux collectifs au sein de l'UGTT, à savoir la gravité des disparités sociales. Et là, je le confirme, Raja, malheureusement, oui, la classe moyenne en Tunisie est un mythe, est un véritable mythe, et elle n'obéit pas à une décision politique, comme l'a souligné notre brillant sociologue Abstar Sahbani, mais elle est le fruit du choix d'un modèle davantage comparatif, et je reviendrai. Saad Abdelrahman soulève la question du système de répartition, qui produit quoi, comment rendre équitable l'accès aux opportunités. Ça, c'est une véritable question, mais le plus important de son intervention portait sur la répartition et la distribution. Il y a deux types de distribution. Une fois le produit est là, on distribue donc le surplus, c'est-à-dire ce qu'on appelle en économie la valeur ajoutée. Et là, c'est la répartition primaire des revenus. Donc le revenu il est créé, comment répartir les fruits, donc le surplus de ce revenu, une fois retranché les dépenses. Nous trouvons ce que nous appelons la valeur ajoutée, qui est répartie entre trois agents économiques, qui sont les travailleurs qui prennent leur salaire, les capitalistes qui prennent le profit, et l'État qui prélève l'impôt indirect. Il existe ici un grand problème, c'est le problème de l'impôt indirect, qui présente des proportions très élevées par rapport à l'ensemble des impôts, contrairement à la structure des impôts dans les pays développés. Donc la consommation est pénalisée, la valeur ajoutée est pénalisée parce que l'État prélève une forte TVA, une taxe sur la valeur ajoutée, qui pourrait, par exemple, atteindre plus de 20% pour certains produits et qui est en moyenne de 18%, ce qui est excessif. La moyenne dans les pays développés varie entre 8 et 12%, et beaucoup moins pour les produits de base. Donc ici, nous sommes en face d'un État prédateur qui prélève autoritairement une partie des fruits de la croissance. C'est réparti, donc on passe maintenant à la répartition secondaire. La répartition secondaire, c'est-à-dire tout ce qui est problème de redistribution évoqué par Abdelrahman. Nous avons un salaire brut et l'État il a un revenu brut d'impôt et le capitaliste il a un revenu brut sous forme de profit brut sur lequel il va payer un impôt, c'est l'impôt sur le revenu, sur lequel il va prélever sa cotisation au régime de la sécurité sociale, essentiellement les prélèvements, ce qui s'appelle les prélèvements obligatoires. Le salarié va également payer sa cotisation au régime de la sécurité sociale et son impôt sur les salaires. Deux types de prélèvements. Et l'État va prélever donc de ces impôts, donc il va prendre l'impôt direct, l'impôt sur les salaires, l'impôt sur les revenus, et il va faire la redistribution, essentiellement les transferts sociaux. Là, il existe un autre blocage à une juste redistribution ou à une redistribution incitative, comme semble le penser, même sans le dire, mon ami Abdelrahman El-Lak. Nous découvrons un problème majeur qui s'appelle le problème donc, de l'évasion fiscale. Donc, un problème du prélèvement au niveau de la répartition primaire qui est impopulaire et inéquité, et ici il y a un problème d'inégalité des agents économiques face donc au devoir fiscal. En Tunisie,
Donc, la fiscalité est assumée à hauteur de 60% par les salariés, de 59,1%, de 40% par les entreprises. Sur les 40% entreprises, nous trouvons les banques, publiques et privées, nous trouvons les entreprises pétrolières qui sont étrangères. Il reste 20% à répartir entre entreprises publiques et entreprises privées. Maintenant, le secteur privé, au maximum, au grand maximum, selon les hypothèses les plus relâchées, contribue à hauteur du 1/5 dans l'impôt sur le revenu. Et ça, c'est un frein à une redistribution juste, incitative, et créatrice de nouvelles catégories de personnes qui pourraient se hisser à un statut social meilleur. Donc, il y a ce problème-là. Il y a le problème d'inégalité devant l'accès aux opportunités qui est consacré par des pratiques, par des textes de loi, par des codes, comme le code de l'investissement, etc. Autant de barrières qu'il va falloir relever. Je réponds peut-être, puisque je suis là, à Absattar et Raja. J'étais dernièrement, j'ai présidé un jury de thèse encadré par notre camarade et ami Bakar Gharib sur les classes sociales. Non, je n'étais pas président, c'était Siab Jabbar Bseis qui était président. Et ça a donné lieu à un grand débat. D'abord, il y a un problème de définition de la classe sociale, de la classe moyenne. Ce n'est pas un concept économique, ce n'est même pas un concept sociologique. On ne sait même pas si c'est un concept qui a été mis au devant pour éviter d'autres concepts beaucoup plus percutants, comme le concept marxiste des classes sociales, comme d'autres types de découpage. Dans tous les cas, on a du mal à définir la classe sociale et on ne sait pas la mesurer, et ni l'INS, ni peut-être une définition normative de la classe moyenne. Bon, on sait à peu près c'est 40 à 50, 60% de la population tunisienne qui ont des titulaires de revenus. Ce n'est pas une définition très claire. Mais il est vrai que la Tunisie est un pays où il y a environ 2,5 millions de salariés. Et l'ensemble de ces salariés, à 2 millions de ces salariés constituent une classe moyenne dans une population de 10 à 11 millions. C'est bien, c'est un amortisseur de choc et de crise. Seulement, ça n'a pas été né suite à une décision politique. La classe moyenne en Tunisie est une dérivation du modèle de l'avantage comparatif que s'est offerte la Tunisie au début des années 70, non pas suite à une décision politique de créer un secteur privé, mais suite à une ouverture aux recommandations émanant des organismes internationaux qui, alors qu'au Pédo, les années 60, ils encourageaient le développement auto-entretenu, le développement interne et autonome, les modèles autocentrés. La Banque mondiale a beaucoup d'écrits dans ce domaine-là. Vont effectuer un revirement à la fin des années 60, probablement lié au mouvement revendicatif et contestataire et gauchiste de mai 68, et vont proclamer l'ouverture des économies des pays du tiers-monde, l'échec des modèles introvertis, et donc un appel à s'extravertir et à s'ouvrir vers l'exportation à travers la coopération internationale, la sous-traitance internationale. Donc il fallait mettre
dans le pays des législations propices à l'attraction des investisseurs étrangers. Quel type de juridiction allait mettre la Tunisie pour attirer les investisseurs étrangers? C'est le bradage du système fiscal et social tunisien à travers le maintien de salaires bas, parce que l'investisseur étranger vient dans le cadre de délocalisation essentiellement de l'industrie textile, qui est une industrie connue pour être labor intensive, à forte intensité de travail. Et le travail est devenu trop cher en Europe. Ils sont délocalisés dans des pays qui paient des salaires peu élevés, c'est tout. Ils ne sont pas venus pour notre marché, ils ne coulent pas chez nous. Ils sont venus pour les faibles coûts. D'abord, la fiscalité zéro et les salaires très bas. En contrepartie, comment faire pour offrir à une population des salaires peu élevés en garantissant la stabilité politique? La trouvaille, et c'était de manière concomitante en 1974, c'était la Caisse générale de la compensation. Ok, on maintient les faibles salaires. Cela assure deux fonctions économiques. La compétitivité pour l'exportation, tu exportes des produits pas chers, puisque tu payes des salaires moins chers, pas chers, et l'attraction des investisseurs étrangers. Et tout ça crée une dynamique d'emploi. Peu qualifiée, certes, mais c'est d'emploi. Pour garder cela sans avoir des grèves, des troubles sociaux, il faut compenser donc les produits alimentaires. Et nous avons ainsi pénalisé l'agriculture tunisienne en contrôlant les inputs, les outputs de l'agriculture, en monopolisant leur commercialisation, comme le blé. C'était interdit même de transporter le blé, l'huile, etc. Et en libéralisant ses inputs. Donc l'agriculture a été sacrifiée pour la pérennité de ce modèle d'avantage comparatif qui ne se base pas sur l'intelligence, sur la compétence, sur la dextérité, mais sur les faibles coûts. Ainsi s'est développée la classe moyenne tunisienne dans ce contexte-là. C'était le fruit d'une politique qui n'était même pas autonome tunisienne. Tout le monde allait dans le cadre des directives, des recommandations émanant des organismes internationaux à partir de 1971. C'est comme ça que je vois les choses. Peut-être mon côté économique ou économiciste n'est pas aussi pertinent, mais je vois la question historiquement comme cela. Le multi, vous avez parlé donc essentiellement de deux aspects très importants, le développement régional et la question de la haute instance du salut économique, etc. Une idée que je respecte, moi, mais que je t'invite à élaborer. Peut-être on aura l'occasion d'en débattre comment elle fonctionnerait. Ce serait un gouvernement parallèle, ce serait... Mais je suis avec toi que, comme l'a dit Karim, au meilleur du cas, si les partenaires politiques et sociaux sont d'accord pour faire émerger un gouvernement d'union nationale, il faut qu'il y ait une structure de suivi. Il faut qu'il y ait du suivi, c'est-à-dire il ne faut pas que carte blanche soit donnée, alors que cette union nationale et cette stabilité politique est le fruit de consensus et surtout de concession. L'Égypte est appelée à concéder une paix sociale, etc. Oui, mais au moins un suivi, un droit de regard, même indirect, etc. Je suis avec toi que des ratages énormes ont été faits. Dans un autre travail dont je t'ai montré exprès le titre sur un modèle alternatif de développement régional inclusif, j'ai défendu une idée qui n'est pas partagée par beaucoup d'économistes
de mes collègues et j'ai été même plusieurs fois hué dans des séminaires à cause de cette idée, c'est le transfert régional net négatif. Moi, je pense, des calculs, certes, pas bien élaborés parce que les données font défaut, que beaucoup de régions de l'intérieur ont subi historiquement, surtout à partir des années 70, un transfert négatif. Je pense au bassin minier, je pense aux régions pétrolières et je pense aux régions céréalières. Outre les ressources hydrauliques, ما يتعدى من جد. ندنا 200 بالعطش نكسد بالو فهمتوا لي ستاتستيك تاع الياناس اللي تعطيك التو ديكسيون الو بالنومبر دو متر من القريب الاول وحده رايح كيف راه ساكن حدا الوحده عبد الرحمن يعرفهم مليح راه بالحق راه ساكن حدا الوزه اما ما نكسد فوالا من بلا ريجيوني ولا بهيم ولا واحد ولا فهمت واحد معناتها يفو نيونسي لي ستاتستيك وكي تراك لي ستاتستيك قداش تبع من ميدسان بار ريجيون قداش تبع من كيلومتر وبيتوم اتسيتيرا ثم 7 طبة موجودين ولا طبيب في شو اسمه في غرديمان لكن يجي نهار السوق يقعد ساعتين يروح دونك الفو نيونسي واللي هذه راتاج كما قلنا بكري ثم في الايكونومي ريجيونال يحكي كروغمان على لافونتاج كولتوريل ريجيونال تلقاك حتى في ليزابيتود دو كونسوماسيون سون سيميلار معناتها tu peux commercialiser tes produits de consommation معناتها même dans les régions les villes frontalières les mêmes habitudes de consommation les mêmes terminologies etc et des ratages على غالب كبار برشا. Donc, c'est une question à creuser, à mettre en œuvre. يا كريم يا عبد الستار ما يجيكش اغتنم السياسة. L'État Providence, les années 60 à la Rassiouani. Ok. T'as pas l'impression que l'État tunisien, je vais peut-être te surprendre, jusqu'à la Révolution, n'a jamais cessé d'être un État providence. Et Ben Ali était connu pour avoir une politique sociale active, démagogique, de gestion de la précarité, mais il avait une politique sociale. عنده سياسة اجتماعية وكم من معناتها برامج اجتماعية وكم من كذا تتحفظ وتتعمل فهمت واحد mais il avait ce souci-là. Il avait un souci, très impliqué, vie compte, de décider autoritairement des augmentations salariales régulières. Faibles. Bon, car c'est... Oui, alors. Et dans un pays pauvre. Mais le pays est pauvre, Absata. Le pays, Absata. Ben, d'abord, la pauvreté c'est 15% maintenant, on monte à 5%. Mais 15% dans un pays pauvre n'est pas un scandale. Mais nous sommes un pays pauvre quand même. شحتنا في تونس بالله شحتنا. تعرف الفوسفات وتعرف الدلة وتعرف فهمتي واحد شحتنا آخر. تشحتنا. شنو هما دي ريسورس ناتيرال كو نوزافون تونيزي؟ لا عندنا جيوغرافي. لا عندنا دي تير فيرتيل
Là, on a une pluviométrie abondante. Les terres sont menacées de désertification. Les ressources hydrauliques, on a une menace à terme pour la Tunisie. On n'a plus de pétrole, on a peu de gaz. On a quelques produits alimentaires, يجيبوا لنا في الدفيز نعطيو فيها جماعه الشوكولاته والقلوب نتاع تركيا فهمت والخرده نتاع اسيا معناتها nous sommes un pays moyen à économie assez diversifiée mais nous sommes un pays pauvre en réalité un revenu intermédiaire في الكلاسيفيكاسيون نتاع في الكاتيجوريه انفيريور ولا موين ها احنا في الكاتيجوري دي ريفوني انترميديير ريفوني انترميديير ايش تعمل في يودي بي بي نتاع تونس ما يجيش شيفر دافير نتاع جاليري لافايت فهمت اي دونك ثم معناتها ça nécessite un autre débat. انت تكلمت عن l'administration publique. Je voudrais apporter une nuance par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure pour éviter tout malentendu. Moi, je suis un défenseur de l'administration publique et des cadres de l'administration publique. والادمنستراسيون بوبليك عندها مزايا على اقتصاد المجتمع التونسي لا تحصى ولا تعد. Une تيتي l'administration publique بن علي راهو خلاها. Ou des cadres compétents de l'administration publique est mal payés. Et mal payés et qui sont bosseurs ou qui sont dévoués, etc. Et que la minorité ne sacrifie pas la majorité des cadres, etc. Qui gèrent les administrations, des services, et il faut avoir les agents de l'administration publique dans les régions de l'intérieur. C'est des véritables militants. Il y a la corruption, il y a etc. Mais jusqu'à la révolution, c'était assez délimité. Maintenant, il y a une instrumentalisation de l'administration publique et une intimidation des cadres de l'administration publique faite après la révolution. Ce qui a causé un peu la débâcle. Mais l'administration publique tunisienne, elle est assez bien formée, même s'il y a des manquements, elle est capable de rebondissement et d'aptitude à la modernisation, et je ne désespère pas des cadres de l'administration publique. Maintenant, c'est à peu près معناتها الكلام اللي قالوا dans d'autres termes politiques انت قلتها philosophiquement on ne peut rien faire. ما نعتقدش انا ما نمنش واحد من الناس اللي في الكونفيغوراسيون بوليتيك هذوما مشروع المجتمع يجيبوا الانتليجنسيا كما كانت تحكي زين بكري وسميحه ورجاء وخيال اخرين ثم انتليجنسيا producteur d'innovation de catégorie conceptuelle nouvelle qui est portée par des politiques. توك تراو فيهم توكش تراو فيهم معناتها 200 ريالمون 200 على الكراسي ريالمون والله بالحق والله نعرف واحد ولا 3 سنين مع وزير كي نتقابلوا في السيمينار يوزع في الكارت فيزيت بتاعه فيها وزير قلتو والله العظيم حتى كلمة اكس دي يكتبهاش حتى كلمة اكس ولا سابق ما يكتب قلتو تتقابل فيها في السيمينار ولا ترى فيه مد في ورقة مكتوب فيها وزير اتحاد سيفي معناتها ما عندناش فريمون ما عندناش دي بوليتيك كابابل باش يحترموا الانتليجنسيا والمثقفين فهمتوا ما نراش فيها المجتمع انا مانيش من اللي النهضه اللي هي دوزيام بارتي او بوفوار اللي حزب مدني وما نراش في النداء اللي يحكوا في البلاد كل بارتاج ولا كل فيكول دي فالور هكا كونسنسوال فهمتوا كبار برشا ثم حويجات هكا المجتمع المدني واحد واختيار هكا الكبير تاع بورقيبه ونمشيو فيه التوانسه وفهمت وشادين ونساء شادين ونساء دونك اون في افيك سو كون بو هكا علاش انا قلت لك من الاول جو سوي موديست جو سوي براغماتيك جو بونس كو لي بريوريتي كو جي فيكسي ان غوفرنمون social-démocrate est capable de les faire, reste donc, Karim, je nous mets les chances d'implémenter ces réformes. Un autre si l'opposition de gauche et si les partenaires sociaux et à leur tête le GTT
abandonnent leur souci de virginité ou mettent les mains dans la pâte de manière active et responsable, on pourrait implémenter des réformes. أما كان نقعد نتفرج اليسار التونسي مازال بعقلية الطلبة نتاع السبعينات وكالنقاوة الثورية، والمنظمات لا نحبك تعمل ما نحبش وما ندخلش ما انت لازم تعفف، ولا ساعات انت مبالغ فيه تعفف، فهمت؟ معناتها كان نحطوها مع بعضنا، نحطوا تونس قدامنا الناس كلها مع بعضنا، يا نتوسخوا مع بعضنا يا نضافوا الناس كلها مع بعضنا، مش معناتها انا نقول لك اش تعمل انت برا اعمل انت في الطريق نقول لك نسبب كل حاجه كيما هكا. نعتقد لك ان تقع مسؤوليه مشتركه زينه، ما يعنيش وما نحبش وبرا اعمل وانا حاطيني هكا تقاسم المسؤوليات والتضحيات وكل شيء. شكرا. Quel plaisir d'avoir été commenté par vous, chers collègues. C'est Alors, moi, je reviendrai à une des dernières choses que le professeur Awedi avait mentionné, mais c'est pour les internautes, c'est pour les internautes. Alors, vous avez parlé du rôle des femmes, et moi, je crois fortement, c'est pas parce que je suis une femme, mais je crois fortement en le rôle des femmes aujourd'hui dans les choix et l'avenir de la Tunisie. Et je remercie notre auditoire aussi bien sur le net, mais aussi dans la salle. Il est minuit 40 minutes. Je remercie vivement professeur Awedi pour sa conférence. Je ne sais pas s'il y aura d'autres, puisque l'appétit est ouvert. Ça reviendra à la direction générale de l'ABN. Et j'espère que ces recommandations aient de l'écho aux oreilles des gens qui nous gouvernent et qui auraient le pouvoir de constituer ce gouvernement d'alliance nationale. Et je vous dis bonne soirée et au revoir. Merci beaucoup.